Bah, on a oublié de réfléchir, je sais pas. Alors voilà, nous sommes en 2050, dans la vallée de Briançon. Sur la station de ski de Serre-Chevalier, la neige ne tombe plus. Sercheux, comme disent les Happy Few qui viennent y passer les vacances d'hiver, n'est plus qu'un souvenir. L'or blanc a fondu, et avec lui les promesses des investisseurs technosolutionnistes et cornucopiens, qui nous vendaient l'idéologie de la corne d'abondance, des ressources infinies et des resorts luxueux recouverts de neige synthétique. C'est dans ce cadre que l'architecte Jean Leclerc a forgé son projet Après-ski. Son but, rendre compte graphiquement du monde d'après. Illustrer un futur post-effondrement, à rebours du récit capitaliste. Ce jeune architecte, fraîchement diplômé de l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville, s'est mis dans la peau d'un collapso et a fait le pari d'une architecture de la résilience. Comme d'habitude, notre première question à Jean Leclerc, c'est de savoir comment il est devenu collapso, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête. Moi, j'ai pas de prétention d'une certitude d'une réalité à venir, mais j'ai développé une foi en un avenir incertain. Et en découvrant les théories des collapsologues, tout leur travail, trouvé des gens qui ont mis des mots sur une intuition que j'avais commencé à développer de par mes études en économie, de professeurs qui nous racontaient que de courir après une croissance infinie, c'était un modèle qui était complètement biaisé, qui mettait des mots sur une sorte de pressentiment, une sorte d'intuition que j'avais et que je pense que beaucoup de gens ressentent. J'ai très vite rencontré les thèses de la décroissance, d'un certain ralentissement, d'un ode à la frugalité. Et puis après, j'ai poursuivi ça en architecture grâce à mes professeurs. Dans mon école, l'école de Paris-Belleville, il y a plusieurs chapelles parmi les professeurs. Il y en a une qui est portée par Françoise Fromono, Armand Nouvet ou Cyril Ross, qui fait plancher les étudiants sur des hypothèses futures. Au cours, j'étais arrivé en deuxième année, ils nous avaient fait travailler sur le village de Goussainville. C'est un village qui a été abandonné à la création de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle parce qu'il était sous les pistes d'atterrissage. Et ils nous faisaient travailler dans l'hypothèse qu'en 2050, il y aurait plus de kérosène pour faire voler les avions et donc du coup que le village serait réinvesti. Et ils nous demandaient de réfléchir également à ce que serait la société en 2050 avec différents modèles de société, de cellules familiales, d'éducation, de production, plein de choses. Donc oui, dès le début des études en architecture, j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs qui étaient sensibles à ces questions-là et qui nous les ont transmises. Et depuis que j'ai sorti ma vidéo sur mon diplôme, j'ai reçu pas mal de messages d'étudiants qui me disaient qu'ils étaient très contents de voir que c'était des questions qui se posaient dans d'autres écoles parce qu'ils avaient des professeurs qui étaient pas très sensibles et qui voulaient travailler là-dessus. Mais j'ai l'impression que dans notre domaine, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça, aussi bien du côté des smart cities, des voitures autonomes qui changeront la ville, des bâtiments intelligents, hyper connectés, que d'un effondrement, d'un retour à une civilisation un peu moins énergivore, un peu plus frugale. Et d'après vous, à quoi pourrait ressembler l'effondrement ? On parle d'intuition, vu l'échelle du problème, vu la complexité des choses, personne ne peut prétendre avoir tout compris, personne n'est d'accord. Mais la mienne, en tout cas, ce serait qu'on ne connaisse pas un effondrement brutal comme certains le fantasment, mais un effondrement progressif dans le temps et dans l'espace, pas à pas, avec des récessions, des catastrophes climatiques, des fins de paix sociale de part et d'autre, et de glisser doucement vers une décroissance forcée au vu de l'effondrement des ressources. Au-delà de la perte d'un certain confort matériel, il y a peut-être aussi la reconnexion avec des techniques oubliées, avec un rapport à la matière, un rapport au temps, un rapport aux autres très différent. Il y a quelqu'un qui parle de ça qui est très intéressant, c'est Mathieu Crawford, qui était un directeur de think tank universitaire très reconnu en économie, qui a tout plaqué du jour au lendemain pour ouvrir un garage de réparation de motos, et qui a écrit des livres où il raconte la déconnexion de notre société avec tous les problèmes techniques qui nous entourent. Et je pense que un effondrement par palier progressif, pas un effondrement brutal, forcera tout le monde, au fur et à mesure, par nécessité, à se réintéresser à ces choses auxquelles nos grands-parents s'intéressaient. Mes grands-parents savaient réparer leur voiture, savaient comment fonctionnait leur lave-linge, et donc du coup, par nécessité, on deviendra beaucoup plus compétent. Je suis sûr que pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à bricoler, à essayer de comprendre comment fonctionnait leur machine à café ou la chaudière dont vous parliez. Et donc,
au fur et à mesure de l'effondrement, à mon avis, on va devenir de plus en plus polyvalent et on comprendra de plus en plus de choses sur les techniques qui nous entourent et on deviendra nécessairement beaucoup plus bricoleur. Tous les savoir-faire ancestraux, à mon avis, ils reviendront au fur et à mesure par la sédimentation des différentes urgences auxquelles on sera confronté, par échange avec les autres. Et ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Et pourquoi avoir choisi cette vallée de Briançon comme décor à votre projet post-effondrement ? C'était la volonté de choisir un site avec une complexité qui pourrait représenter un petit peu les paradigmes qu'on trouve actuellement à l'échelle mondiale. Donc là, c'est une station de ski, donc on a la chance d'avoir une situation géographique qui amplifie les réchauffements climatiques et qui annonce un désastre économique à venir, c'est l'effondrement des stations de ski. Et en même temps, sur ce territoire, il y avait un maire écologiste à la pointe, il y avait des investisseurs cornucopiens, comme je les ai appelés, très technosolutionnistes, qui proposaient des canons à neige, des investissements à n'en plus finir. Et en même temps, il y avait le drame des réfugiés climatiques ou des réfugiés de guerre, des exilés qui traversaient la frontière juste à côté. Donc sur ce territoire, on avait plusieurs récits, donc le récit capitaliste productiviste qui continue d'investir, le récit transitionneur du maire écologiste, et le récit des effondrés, que sont les exilés, qui sont aidés par des effondreurs. C'était une communauté anarchiste qui vivait de part et d'autre de la frontière. Et en même temps, le site, il avait une histoire particulière. Tous les récits qu'on y trouve, ils collaborent les uns avec les autres. Et donc d'essayer de décrire une situation inextricable de manière assez simple graphiquement, et d'essayer de se situer, nous, architectes, dans toute cette complexité. Le point de vue que j'ai voulu illustrer par le projet, ce serait celui d'un architecte qui fasse une sorte de pari de Pascal de l'effondrement, qui se dise peut-être qu'il arrivera, peut-être qu'il n'arrivera jamais, mais s'il arrive, autant qu'on ait dessiné les choses pour qu'elles puissent servir en cas d'effondrement ou de changement de récit. Et donc du coup, ce serait un architecte qui ferait des sortes de chevaux de Troie, des projets qui dévoilent un calque caché, qui rendent compte de leur utilité complète une fois l'effondrement arrivé. Quand on entend les collapsologues, on a l'impression qu'il y a un message sous-jacent, c'est que plus l'effondrement arrivera tard, plus l'homme aura créé des prothèses techniques pour subvenir à ses besoins, et donc plus l'effondrement sera grave. En gros, plus on chute de haut, plus la chute est terrible. Donc il y avait presque de se dire, est-ce que ce serait pas mieux d'être accélérationniste, de se dire profitons des sciences formidables, de la technique qu'on a aujourd'hui, pour produire des choses, des matières, des matériaux qui seront utiles après l'effondrement. Aujourd'hui, on a l'impression que l'alpha et l'oméga de la construction, c'est le béton. Est-ce que c'est un modèle soutenable à long terme, ou est-ce que c'est un modèle en voie d'effondrement aussi ? Le modèle est biaisé par des savoirs qui semblent immuables, de se dire que le béton, par exemple, sera à profusion en quantité illimitée, alors qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on va manquer de sable, que finalement le ciment pour sa production, ça consomme, enfin la production de logements et leur chauffage en France, ça représente plus la moitié des émissions de CO2. Et donc on se rend compte, par exemple pour l'exemple du béton, que non seulement cette ressource elle est pas infinie, mais qu'en plus à produire elle émet du CO2 de manière considérable. Et c'était des problématiques qui à l'époque de l'utilisation du béton de masse à la reconstruction n'étaient pas abordées. Et en même temps c'était la volonté de faire vite avec peu de main d'œuvre et une force mécanique incroyable. Et aujourd'hui on se rend compte que la construction béton c'était très énergivore et que le sable allait commencer à manquer. Alors, s'il n'y a plus de béton, comment et avec quoi va-t-on construire dans une société post-effondrement ? Donc, à mon avis, il y a évidemment le bois, qui est une ressource renouvelable et assez abondante sur le territoire. Il y a également le torchis, c'est la construction en terre-paille, qui est aussi une ressource presque infinie. La paille pousse partout à peu près en France, et on trouve de la terre de bonne qualité aussi également partout. Mais là encore, oui, il y a des savoir-faire qui traversent les temps et tous les territoires, qu'on retrouvera nécessairement au fur et à mesure, de manière vernaculaire. On se rendra compte que d'avoir mis une fenêtre au nord, c'était peut-être pas terrible pour la thermique, donc on la bouchera, on ouvrira au sud. Et à mon avis, par sédimentation d'expérimentation, on retrouvera un petit peu des choses ancestrales qu'on avait oubliées, mais de manière presque naturelle. Et votre métier d'architecte dans tout ça ? On dit souvent que l'architecte c'est le généraliste. Si on devait le comparer à un médecin, c'est un généraliste. C'est-à-dire qu'il connaît un peu tous les domaines
mais il y en a aucun qui est sa spécialité, mais il peut parler avec le même vocabulaire, il comprend les problématiques du couvreur, du charpentier, du maçon, du géomètre, de tous les corps de métier. À mon avis, notre métier d'architecte, il disparaîtra presque quand on sera sur un modèle de société où la division du travail sera beaucoup moins large, et donc du coup l'architecte il sera en même temps maçon ou menuisier, il aura d'autres savoir-faire, et ça ce sera très dépendant du contexte local, des matériaux qu'on y trouve, des conditions météorologiques. Il y a un savoir encyclopédique énorme sur les constructions de tous les siècles, et ça à mon avis en cas d'effondrement on devra y revenir, et en même temps il y a l'espèce de mouvance qui pensent que l'effondrement donnera lieu à une symétrie de l'histoire, qu'en gros la courbe de la croissance va infléchir et on reviendra aux mêmes conditions qu'au 19e siècle. Mais je pense que la grande accélération qu'on a eue technique, elle laissera des traces. Je ne sais pas encore lesquelles, peut-être le biomimétisme, le paramétrique, peut-être qu'on arrivera à intégrer dans ces constructions, de mêler la tradition et la technique avec des low-tech et en même temps un petit peu de science qui nous permettra d'augmenter un petit peu ces savoir-faire traditionnels. On aura beaucoup d'informations supplémentaires qui nous permettront de construire plus facilement et mieux que ce qu'on faisait au siècle dernier. Merci Jean Leclerc d'avoir répondu aux questions d'Escape the City. On vous souhaite de beaux projets architecturaux pour la suite et on vous dit à bientôt. Merci, au revoir. Merci, vous aussi, bon courage. Au revoir, merci.